Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Marine. Alors, je suis super contente qu'on ait pu trouver un petit moment au cours de ce week-end de groupe de clinique pour s'isoler et enregistrer ce podcast. C'est super sympa, on est en Normandie avec les amis, les enfants et là on s'est mis dans une toute petite pièce. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet original. Pour moi, parce que toi, c'est ton quotidien, ça va pas te sembler original, mais c'est le fait que tu vives sur une île non reliée au continent et que tu sois vétérinaire sur le continent. Oui. La tradition dans ce podcast, c'est que je présente l'invité. Ça te va ? Oui, ça va. Tu me diras après si j'ai dit des bêtises. D'accord. Alors, tu t'appelles Elodie Blini. Tu es sortie d'Alfort en 2011. On est de la même promotion, d'où ce petit week-end de groupe de clinique. À ta sortie d'école, tu choisis de faire de la mixte en Bretagne. Après s'enchaînera un premier poste en canine pour te rapprocher géographiquement du golfe du Morbihan. Puis à la suite de ça, il y aura 2 autres postes en canine, dont le dernier est très récent, tu nous raconteras ça. Et tu vis des choses très différentes dans ces différents postes. Parallèlement à ça, tu vis avec ton mari, qui est un breton pure souche, et tu es la maman d'un petit garçon qui a bientôt 5 ans. Alors pour préparer ces entretiens, je pose toujours quelques questions par mail en amont, et tes réponses m'ont surprise et m'ont même un petit peu émue. Parce qu'en fait, on croit connaître le vécu professionnel de ses amis et c'est pas franchement toujours le cas. Je m'aperçois au fil de ces podcasts que parfois, on parle pas vraiment des choses profondes professionnelles quand on se voit, parce qu'on se voit pas non plus tout le temps, on est dans toute la France. Et du coup, voilà, je suis d'autant plus contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Oui, merci, je suis contente d'être là. On y va ? Oui, on y va. Alors, où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, j'ai grandi dans l'Oise, pas très loin de Chantilly. Alors, je suis née dans le 93 à la base. Et puis donc quand rien à voir avec la Bretagne. Rien à voir. Le lien que j'avais quand même avec la Bretagne, c'est que mon grand-père avait une petite maison sur l'île aux Moines, donc dans le golfe du Morbihan, et j'y allais y passer toutes mes vacances. C'était le seul endroit où on partait, parce que mes parents n'avaient pas non plus des 1000 et des 100, et on partait 1 mois à l'île aux Moines tous les étés. Donc il y a un attachement d'enfance. Un attachement, très fort. Et moi, j'ai toujours su que je voulais faire vétérinaire. Et plus les années passaient, plus je savais que je voulais aller habiter en Bretagne. Et je voulais m'occuper des vaches en Bretagne. C'était vraiment mon projet. C'est de ça que vient ton envie d'être vétérinaire, c'est de la Bretagne et l'envie de travailler avec des vaches. Mon grand-père était dans les chevaux, donc j'ai beaucoup fréquenté le milieu du cheval. Donc vraiment ce qui m'a donné envie d'être vétérinaire, j'avoue, c'est le musée vivant du cheval à Chantilly, la salle vétérinaire où je passais des heures parce qu'on allait souvent là-bas et au château de Chantilly avec, comme c'est les écuries qui sont juste en face. Et cette salle me fascinait. Avec les planches d'anatomie, les trucs dans les bocaux. Ça te dégoûtait pas du tout ? Ah, pas du tout. Ah non, j'adorais ça. Et donc ça m'a fascinée et assez vite est venue l'envie de faire vétérinaire. Et c'est au cours de mes études, quand je me suis dit vers quoi est-ce que je veux m'orienter, je savais que je voulais pas travailler dans le milieu du cheval, même si j'adore les chevaux. Et ça, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai fait mes stages chez des vétérinaires équins vraiment purs et j'ai pas trop aimé le rapport avec le cheval qu'ils avaient en fait. Donc le cheval d'entraînement, le cheval de le cheval sport, de c'était du cheval de course quoi. Voilà, c'était du cheval de course et je me sentais pas à ma place. Et puis bon, après mon grand-père a aussi beaucoup fait pour pas que je tombe
que j'attrape le virus du cheval. C'est ce qu'il me disait surtout, n'attrape jamais le virus du cheval. J'ai tellement vu de filles qui se détournaient de leur carrière pour faire du cheval. Voilà. Donc tu mets le cheval de côté, mais pour je mets autant, le cheval de côté, mais par contre, l'envie d'être vétérinaire au sens large du terme, c'était vraiment, c'était moi. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, même si on a beaucoup essayé de m'en dissuader. Pourquoi on a essayé de t'en dissuader? Tout le monde disait oh là là, c'est beaucoup trop dur. T'arriveras jamais. Et puis j'ai. Parce que t'es passée par la voie classique du concours A. Alors je suis passée par la voie classique du concours A, mais j'ai très très mal vécu ma prépa et pourtant j'étais très scolaire au lycée. C'est pour ça que je me suis dit c'est bon, ça va aller. Je m'étais bien renseignée et puis je suis arrivée au moment où on est passé de la prépa veto à la prépa BCPST avec beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de chimie. Je détestais ça. Et j'ai très 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 mal vécu ma classe préparatoire, vraiment. Ça a été très dur. J'ai quand même me suis accrochée les 2 ans parce que je pense que c'est dans mon caractère de justement dire c'est pas une raison, c'est pas parce que on me dit que je vais pas y arriver que je vais pas y arriver. Mais bon, j'ai eu des grosses déconvenues, des gens qui ont pas du tout été gentils, des profs qui ont vraiment pas été gentils du tout. Et ça a été très dur. Donc tu fais 2 ans, du coup? Je fais 2 ans, je finis admissible au concours, donc j'étais super contente. Dernière admissible. D'accord. Donc j'étais beaucoup moins contente. Et en fait, je me suis arrachée aux oraux, mais j'ai été assez nulle quand même. Et si ça avait été dans une année normale, je l'aurais eu. Sauf que c'était dans l'année où il y avait que 180 places. Et je me suis dit, je peux pas repartir vivre un an comme ça, je pouvais pas. Donc je suis partie à la fac, concours B. Et là, par contre, je me suis détendue. Je m'étais même trouvé un autre objectif qu'être veto, parce que je me suis dit, si jamais j'y arrive pas, il faut pas que ma vie s'arrête là. Et peut-être que c'est ça qui m'a aussi permis d'avoir le détachement. De te mettre moins la pression. Ouais, voilà, de dire je ferai autre chose. Et donc je m'étais dit, je partirai en Bretagne. J'avais trouvé, je crois, un master à Brest dans gestion environnementale du littoral. Enfin voilà. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, de toute façon, je sais que j'irai en Bretagne. Cette envie de vivre en Bretagne, elle est hyper précoce. Voilà. C'est là-bas. C'était là-bas que je voulais être. Bon, pour autant, tu as le concours et tu choisis Alfort, alors que tu aurais peut-être pu aller à Nantes, un peu plus proche de la Bretagne. parce que ma famille était à côté de Paris, parce que mon copain de l'époque était aussi là-bas, donc c'était. Et puis puis Alfort, il y avait un petit. C'était toujours pareil, quoi. C'était un petit challenge. C'était bien Alfort. Et je me suis beaucoup plu à Alfort, c'était vraiment chouette. C'est ça que j'allais te demander. Comment ça se passe tes études à Alfort? Est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais? Non, pas du tout. Ça c'est comme pour tout le monde. Il y a eu des choses géniales. J'ai rencontré des gens géniaux dont tu fais partie. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Vraiment, j'ai créé des liens très forts et il s'est passé des choses très fortes personnellement et même intellectuellement. Après, non, les études, je m'attendais pas à ça. J'avais peut-être un peu trop mangé, je pense, avec la prépa, avec les concours. Trop de connaissanses, j'avais hâte en fait de me mettre à la pratique. Donc les 2-3 premières années où il y a beaucoup de théorie, je les ai pas aussi bien vécues que j'aurais pensé. J'avais envie de faire autre chose, donc du coup c'est vrai que j'étais pas très très assidue, j'avoue, dans les amphis. Vive la Ronéo. On coupera ça. Oh mon Dieu. Donc j'avais pas des très très bonnes notes aux oraux, j'ai pas mal cumulé, mais par contre à côté de ça, je rencontrais des gens, souvent des années au-dessus. En fait, on promenait les chiens. J'ai pris un chien en première année et du coup je promenais beaucoup mes chiens avec des gens des années du dessus, donc. Voilà, j'ai commencé les gardes en 2e année. On pouvait faire ça à l'époque. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'on est la seule année à avoir fait ça sur l'été. Mais on était en binôme avec des gens plus vieux que nous. Moi, j'ai trouvé ça hyper formateur. Par contre, j'étais terrorisée, mais j'ai trouvé ça. J'avais envie de le faire. Puis, ça me permettait de gagner un peu de sous aussi quand même. Et je faisais ASV aussi pendant les vacances. Donc j'avais envie de bosser en fait. De mettre les mains dedans. En fait. Ah ouais, vraiment. Et du coup, quand on a commencé à faire la pratique, les urgences, les chenils, et après qu'on est arrivé au CHUVA qui était tout neuf, là je me suis révélée.
Et j'étais vraiment bien. Et pour le coup, ça s'est beaucoup mieux passé. Et j'avais des super rapports avec les profs, avec les autres, quoi. Donc humainement, tu t'y trouves ton compte même au début où la théorie, ça te... Voilà, au début, c'était un peu difficile. Au début, c'est un peu vraiment difficile. Les 2 premières années, puis c'est un changement de vie complet, quoi. Hein, donc, mais bon, il y avait un esprit quand même familial. C'était soudé, je trouve. On était quand même corporatiste. Mais c'est vrai, bien sûr. Ouais, vraiment. Alors après, avec ses avantages et ses inconvénients, mais moi, j'ai trouvé quand même que ça aidait et que ça nous faisait tenir. Et puis voilà, il y avait toute une histoire. Enfin, l'accueil, j'ai trouvé ça génial, quoi. Ça, d'être inclus dans quelque chose qui est très vieux, quoi. Beaucoup d'histoires, beaucoup beaucoup d'attentes aussi. Donc quelque chose qui s'inscrit dans la continuité sur du long terme, en fait. Ouais, c'est ça. Une espèce vraiment, de transmission. Une transmission et vraiment le fait, je trouve, d'intégrer une famille. Alors, du coup, après, faut voir aussi comment gérer le côté personnel. Parce que moi, du coup, j'avais personne qui était veto personne qui était veto ni du milieu agricole ni tout ça. Moi, dans ma famille, j'étais un peu à part, quoi. D'accord. Donc, faut aussi progressivement un peu abandonner ses anciens amis, et intégrer une nouvelle famille. Mais donc j'ai mis du temps aussi à trouver dans la promo les gens avec qui ça allait matcher. Parce que nous, c'est ça, en fait, on s'est rencontrés vraiment en fin de 2e année, je pense, début de 3e. Ça doit être ça. Ouais, donc il y a quand même 2 ans où ça a été compliqué. Puis moi, après c'est ma nature aussi. Moi, je suis pas. Je pense que je un peu de temps pour. Ouais, oui. Et puis je me juge. Enfin, je me juge beaucoup, je me compare beaucoup. Je me sens toujours un peu à l'écart. T'as mis du temps à apprendre à avoir confiance, finalement. Ouais. Puis vraiment avec. Je me rappelle en 2e année, vraiment des fois où j'étais pas bien, quoi. Hein. Je prenais des antidépresseurs et tout, de manière pas bien du tout, quoi. Ah oui, vraiment. Oui, d'accord, ok. Quand tu dis pas bien, il y a eu vraiment des périodes difficiles au début de tes études, quoi. Ouais. Bah oui, parce que c'est ça, je pense qu'on a cravaché, on est un peu sorti de soi-même une fois qu'on arrive dans les études, et c'est un truc qu'on attendait depuis tellement longtemps, et puis c'est 3 ans où tu t'oublies complètement, en fait. De la prépa, même le concours par la fac, c'est compliqué. Et où des fois, moi, j'avais des sursauts où je sais que, genre le week-end, c'était très compliqué de travailler. J'arrivais pas à travailler chez moi le week-end. J'étais interne la semaine et je culpabilisais à fond. Je suis à mort. Je voyais les gens qui étaient avec moi qui bossaient comme des tarés et qui étaient super bons, en fait. Et je me disais, où est-ce que j'ai atterri ? Je mérite pas ma place, en fait. Oui, donc en fait, il y a un syndrome de l'imposteur qui se met en place. Ah, mais complètement. Et du coup, finalement, te paralyse un peu. Ouais. Voilà. Et qui a duré quand je suis arrivée à l'école, où finalement, parce qu'on se retrouve aussi avec le même type de personnes, même si c'est quand même un peu plus hétéroclite, et avec aussi ce sentiment d'être d'être parmi des on a de la chance, hein, quand même, une élite et puis une tradition, pas défaillir, et puis tout ça. Et c'est la pratique qui en 2-3e année finit par te révéler. Moi c'était ça. De toute façon, j'attendais que ça. Et c'est vrai que c'est du coup maintenant c'est vraiment ça, je me vois pas faire autre chose. Ouais, c'est super chouette. Pratiquer, toucher les animaux. Et du coup, à la fin de tes études, comment tu vas choisir ton premier poste ? En fait, je l'ai pas vraiment choisi. Alors, au départ, en fait, c'est ma vie personnelle qui s'est imbriquée un peu dans ma vie professionnelle, comme c'est souvent le cas. Mais quand j'arrive en dernière année, donc j'avais choisi la spécialisation en rural, toujours en me disant, moi de toute façon, je veux travailler en Bretagne. En Bretagne, il y a des vaches. Si je fais de la rurale, je suis sûre de trouver un poste n'importe où je veux en Bretagne. Voilà, c'était vraiment mon truc. Donc je fais ma dernière année en rural, et donc à l'époque j'étais avec quelqu'un depuis longtemps. Ça se passait pas très bien, mais je voulais y croire quand même. Et lui, il voulait rester à Paris. Donc j'avais prévu de faire l'internat en ruminant à Alfort, en me disant au moins je continue de faire de la vache, mais je reste à Paris. Et puis il s'est trouvé que la vie a fait que j'ai rencontré mon mari à ce moment-là.
breton. Que tu connaissais déjà. Je connaissais, en fait, on était amis d'enfance et on s'était perdu de vue. Ça faisait 15 ans qu'on faisait que de se croiser, alors que j'allais tout le temps là-bas et que lui, il y était tout le temps. Donc là, tu parles de l'île aux Moines. Voilà. Et on a fini par se recroiser l'été de ma dernière année d'études, l'été de ma thèse. Et là, voilà, il y a eu un truc. Je me suis réalignée. Pour autant, parce que rester à Paris, c'était un crève-cœur, vraiment. Je le faisais parce que toujours pareil, pour essayer de plaire à tout le monde, voilà. Et c'était vraiment un crève-cœur. Et là, le fait de me dire c'est bon, je pars, je quitte tout, je largue tout, je repars, et je vais enfin vivre ce que je suis prête à vivre. Et donc je suis pas, alors j'étais complètement naïve. Alors je me suis dit, de toute façon, je vais pas trouver du boulot avant 2-3 mois. Va falloir que je fasse plein d'entretiens d'embauche. Ça me stressait un peu. Et du coup, j'ai contacté un de mes maîtres de stage, parce que j'avais fait un stage dans le Finistère, en lui disant, oui, alors si t'entends quelqu'un qui a un poste, mon copain m'a dit qu'il me suivait partout en Bretagne pourvu que ce soit au bord de la mer. Et il me dit d'accord. Et 24 heures après, il y a mon premier employeur qui m'appelle. C'est Philippe Pénaf, le président de l'ordre des vétos bretons. Il me dit oui, alors j'ai un poste à Planquette. C'est vraiment juste à côté de la mer. Si tu veux, tu commences la semaine prochaine. Et donc j'ai été visiter, parce que j'étais à l'île aux Moines à ce moment-là. Donc j'étais à Planquette, qui était à 1h30 de route. C'est magnifique. Et j'ai dit ok, banco. Pas de problème. Et voilà. Et j'ai commencé. J'ai dit pas la semaine prochaine, parce qu'il faut le temps quand même que je prévienne ma famille qui a rien compris, qui dit mais où, ah bon, tu pars en Bretagne? Ils pensaient déjà que j'allais retravailler dans l'Oise et tout. J'ai dit non. Et je suis partie. Et je suis jamais revenue. Voilà. Je reviendrai jamais. Alors, tu m'as écrit pour préparer cette interview que tu étais tombée sur des patrons très sympas, bienveillants et confiants. Alors, je trouvais que c'était vraiment un très beau descriptif. Comment ça se traduit au quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte en tant que jeune vétérinaire? En fait, il y avait un esprit très familial, donc où vraiment, ils étaient très gentils et pas du tout dans le jugement ou dans là faut faire du chiffre ou faut que t'aies fait tant de consultes dans la journée, faut que tu prescrives tant de trucs. Oui, ils m'ont jamais pris la tête là-dessus, vraiment. Ils répondaient à mes questions quand je leur posais des questions, parce que je disais vous faites quoi d'habitude là-dessus, histoire qu'on se cale un peu et tout ça. Mais ils m'ont jamais donné de consignes. Tu fais ci, ça. Donc on laissait autonome. Ah ouais, vraiment. Alors des fois, entre guillemets, c'était un peu flippant parce que eux, ils partaient faire leur tournée le matin et on était deux en fait salariés en canine du coup le matin. On était tous les deux sortis d'école en même temps avec Patrick, mon super binôme. Voilà. Et heureusement, peut-être qu'on était tous les deux aussi, on s'est portés l'un l'autre et on se retrouvait tout seul à faire des trucs qu'on n'avait jamais fait. Donc avec le bouquin à côté, en train de regarder, il y en avait un qui regardait, il disait je crois que ça se fait comme ça. Alors, mais j'en garde une super expérience. Et les patrons, quand ils revenaient, jamais ils passaient pas derrière nous pour vérifier quoi. Ils vous faisaient confiance. Ils venaient à côté de nous, ils buvaient leur café. Des fois, ils disaient si tu fais comme ça, te prends pas la tête, là c'est bon et tout ça. Et ils nous calmaient quand on était hyper stress ou quand on disait non, je voudrais que t'opères avec moi. Ils prenaient le temps. Enfin, moi, ça a été une expérience vraiment chouette. Et tu faisais de la mixte ? En fait, ça a été compliqué. Moi, au départ, j'étais embauchée en mixte. Sauf que il y avait une activité canine qui était assez importante et je remplaçais une véto canin, en fait. Mais il m'avait pris en mixte pour que je fasse des gardes. D'accord. Pour ça. Parce que mon collègue, Patrick, ne faisait pas de garde à l'époque. Il avait bien négocié, lui. Moi, j'avais pas bien négocié. Et donc c'était un peu ça. Par contre, ça a été stressant. J'avoue que a posteriori, c'est vrai que c'est le point sur lequel j'ai eu du mal, c'est que comme je faisais pas de rural en journée, oui, tu faisais que en garde et ça m'a un peu vaccinée. Hein. Ouais. Mais ça c'est très dur. Il y a beaucoup de vétos, mais parfois c'est l'inverse. C'est des vétos ruraux qui font que de la canine en garde, et c'est vrai que globalement tout le monde dit que c'est assez stressant. C'est hyper stressant parce que en plus les gens ils te connaissent pas. Donc moi les éleveurs ils me connaissaient pas. C'est qui celle-là on l'a jamais vue. Donc confiance un peu abaissée. Oui, ouais. Et alors moi déjà qui ai tendance à douter de moi, voilà. Le seul point qui m'a fait tenir et qui a justement qui a fait que ça s'est bien passé et que j'ai quand même tenu 3 ans et demi, c'est que j'avais des super patrons qui étaient toujours en renfort et à chaque fois que je les ai appelés, ils sont venus. Personne t'a envoyé promener. Non.
Alors que je savais bien que ça les embêtait. Je savais que, mais ils m'ont jamais fait une réflexion. Ils m'ont jamais dit, écoute, t'abuses. Donc ils étaient très paternels. Et moi c'est ça que je dis. Hein, il y a mon papa veto. Moi c'est quelque chose qui me plaît aussi, le côté famille. La famille c'est super important. Donc une chouette première expérience. Ah ouais. Mais en fait ils m'avaient demandé de m'associer avec eux. D'accord. Ouais. Mais c'était encore trop loin de l'île aux Moines. Du golfe du Morbihan, il fallait se rapprocher. Mon mari, il a pas très bien vécu ces années-là. Puis lui, il partait en mer. Il était sur les ferries. Ton mari est marin. Voilà. Donc lui, il partait sur les ferries. Alors il partait pas. C'était 15 jours. Mais pour nous, c'était beaucoup trop long. Et on voulait pas de cette vie-là. On voulait vraiment être tout le temps ensemble. Et lui, il voulait se rapprocher de chez lui. Et voilà. Donc au bout de 3 ans et demi, demi, pas plus dans les Côtes d'Armor. C'était pas assez maritime. D'accord. Voilà. Pour la Parisienne que je suis, c'est. Pour le Breton qu'il est, c'était pas. Oui, c'était trop rural. Je comprends. Moi, j'adore cet endroit. Je pense que c'était vraiment, je me plaisais bien là-bas. Donc, on a décidé c'est là que donc j'ai donné ma démission de cet endroit avec ces gens que j'aimais et avec le boulot. Bon, après, je faisais plus que de la canine et encore de la rurale un peu en garde quand même. Et donc là, effectivement, donc j'ai donné ma démission et j'ai trouvé. Au début, je m'étais même dit on va partir. J'avais postulé pour un poste à Nouméa. Ah oui. Ah ouais, on s'était dit allez, on va partir 1 an à Nouméa. Et j'avais été prise et tout. Et puis sauf que là, coup de téléphone parce que j'avais envoyé des CV d'une super clinique juste à côté de Vannes. Voilà. Très belle sur le papier. Alors moi j'avais regardé le site internet, j'allais dire mais jamais je pourrais travailler là-bas parce que ça en jette un peu quoi. Voilà. Ça en jette. Toujours le syndrome de l'imposteur. Ah ben complètement. Donc et donc quand ils m'ont appelé, je me ouais, génial. Donc on part dans le golfe du Morbihan et puis je signe là-bas en collaborateur libéral, donc dans une clinique en 100% canine et qui faisait du 24/24. Vous ne vivez pas à l'île aux Moines pour l'instant, vous vivez. On a pris une location sur le continent. On n'était même pas sûr de vouloir habiter sur l'île aux Moines à la base, parce que moi ça me faisait un peu peur. Pas forcément l'insularité, c'était plus le fait de me retrouver un peu isolée au milieu de la famille de mon mari, parce que voilà, on plaisante en disant qu'ils sont un peu tous cousins, mais c'est vrai, ils se connaissent tous depuis des générations. Et comment ça se passe quand tu arrives dans cette clinique ? Alors ça a été très bizarre parce que j'ai eu l'impression de me retrouver un peu au service de médecine ou de chirurgie à Alfort, avec un peu devoir rendre des comptes sur pourquoi tu as traité ça comme ça et quel est ton diagnostic et comment tu vas faire pour prouver ça. T'es sûr de ce que t'avances. Donc une ambiance bien différente de ce que tu connaissais. Ouais. Et du coup, avec beaucoup de travail seul la nuit ou le week-end, parce que je faisais je faisais des astreintes. En gros, je travaillais la nuit et puis le lendemain. Donc je travaillais des fois que des nuits sur une semaine, des fois que le week-end. Donc du coup, les gens, je les voyais pas régulièrement. Pareil, les clients, ils me connaissaient pas trop. C'était un peu compliqué. Je suivais pas mes cas. Et quand je transmettais, on changeait mes traitements ou on me tenait pas au courant. C'était un peu bizarre. Ouais. Pas beaucoup de confiance au sein de l'équipe. Ah non, vraiment pas. Non. Donc ça a été assez difficile à vivre et j'ai vraiment perdu confiance en moi en 1 an et demi de temps. Et vraiment, pour le coup, j'ai eu l'impression de retomber en fait comme au début de mes études véto. Comme quoi, c'est très personnel. Et comme quoi, c'est là qu'on se rend compte aussi de ses forces et de ses faiblesses. Mais comme quoi, moi, effectivement, si on me met trop la pression, je me décompose, quoi. D'accord. Ouais. Et je me suis décomposée, vraiment. Donc là, un état psychique qui est pas top, quoi. Ah, pas top du tout. Non, vraiment. Puis j'étais fatiguée. En fait, aussi, le fait de travailler beaucoup de nuit, ça décale. Et oui, bien sûr. Je trouve qu'on n'arrive pas à récupérer pareil. Parce que tu faisais combien de nuits par semaine ? Je faisais 2-3 nuits par semaine. Ouais, ce qui est énorme. En fait, sur le papier, je me suis dit, sur le papier, ça m'avait été vendu en disant, tu travailles 2 jours et 2 nuits par semaine. Donc, ça va, c'est comme si tu faisais un 80% temps en salarié, blablabla. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout pareil.
C'est pas du tout pareil. Et puis c'était un week-end de garde sur 3. C'était avec des grosses urgences, quoi. Beaucoup de cas, beaucoup de chirurgie en urgence. Donc ça use, en fait. Ah ouais, ça use, ça stresse. Et c'est pas ultra. Quand t'es tout seul, en plus, c'est pas encore. Je pense que quand t'es intégré, quand on est plein dans le même bateau, parce que je veux dire, oui, tu te retrouves la nuit à 2-3 ou tout ça, mais quand t'es tout seul, t'es vraiment face à tes cas de merde, quoi. Et t'as l'impression d'avoir que ça, donc c'est pas du tout satisfaisant. Et il y a beaucoup de trucs qui foirent. Et quand les animaux ils meurent derrière, ou que les gens sont pas contents parce que ils étaient dans le stress, ils ont pas bien compris comme on t'a dit, puis qu'après les patrons reviennent derrière en disant oui, alors le monsieur était pas content du tout de la façon dont t'as. Il y a un gars qui m'a pris la tête pour un goéland une fois parce qu'il m'a déposé un goéland qu'il avait trouvé et j'avais essayé de soigner cette pauvre bête qui avait dû je pense, s'électrocuter sur un fil, il avait des grosses brûlures. Et parce qu'il était pas si mal. Puis après j'ai fini par l'euthanasier parce que c'était trop compliqué et puis qu'en plus il était pas très sympathique, il était agressif. Essayé de se faire bouffer à chaque fois. Je dis bon, ça. Pas d'instinct sur goéland. Et le monsieur était venu se plaindre à mes patrons qui m'avaient convoqué en disant oui, alors le monsieur. Donc il trouvait que tu donnais l'impression de pas avoir envie de t'occuper de l'oiseau. Voilà, c'était que des trucs comme ça. Ça te tirait sur la confiance en soi. Ah bah oui, énormément. Et du coup, j'ai tout le bénéfice des 3 ans et demi que j'avais eu dans la première clinique où j'étais bien, les clients ils m'aimaient bien en plus. Enfin, il y avait vraiment un vrai truc qui s'était passé. Ah bah là, tout est reparti. Ouais. Et je me suis presque retrouvée comme au début de mes études, avant justement ce côté révélation, pratique et tout, où je disais mais en fait, je sers à rien. J'y arrive pas. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? C'est quand même dur. Voilà. Tu remets tout en question, en fait. Ouais. Pour une ambiance qui est pas au top et en plus pour ces gardes qui te tirent dessus. Ouais, bah c'est ça, le travail de nuit seul. Mais c'est marrant parce qu'il y a un épisode d'Hélène Létard qui fait des urgences à domicile et elle a une analyse hyper intéressante de dire que c'est pas le même métier les gardes de nuit que la journée et qu'en fait c'est hyper compliqué d'enchaîner les deux parce qu'en fait tu rentres pas te coucher le lendemain matin. C'est ça. Et j'ai vraiment trouvé son analyse dans cet épisode intéressante et elle dit que peut-être la solution à ce problème de garde, que les vétos veulent plus faire les gardes, etc., c'est d'essayer d'envisager les choses sous l'angle que ce sont 2 métiers différents, en fait. Ouais. Je pense aussi que les gardes de nuit deviennent de plus en plus compliquées, aussi parce que les attentes des clients sont pas les mêmes, et que on te demande d'être disponible vraiment tout le temps. Enfin, moi, je vois même là en garde de nuit, il y a des gens qui appellent parce qu'ils disent bon, non, mais je veux qu'il soit vu ce soir parce que de toute façon demain je travaille, j'ai pas le temps. Et il y a ça aussi qui vient se rajouter en plus du travail de nuit, qui est effectivement les gens paniquent plus vite, on est plus angoissé, les animaux aussi. Ils n'arrivent pas à dormir, alors ils t'appellent parce qu'ils n'arrivent pas à dormir 2 fois, 3 fois. Donc tu dis venez, mais ils savent pas s'ils veulent venir, et puis il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour les emmener. Alors tout ça c'est très, je pense qu'effectivement il y a la garde de nuit, c'est plus, les gardes de nuit maintenant sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans, où effectivement les gens appelaient, il faut que je vous l'amène tout de suite parce que c'est ultra urgent, c'est voilà, où c'était une question de vie ou de mort. Là maintenant ça devient c'est autre chose, quoi. Ça devient un peu du social en même temps. Donc, quand t'as ça, plus ta journée, plus tu sais que le lendemain, tu vas avoir toute la journée. Et moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai des gens au téléphone et où en plus, moi, j'arrive pas à couper court. Donc, où j'ai peut-être un peu trop gentille, trop à l'écoute. Mais je trouve que c'est important aussi d'être à l'écoute des gens. Il y a des gens qui ont, il y a personne qui leur répond. Ils disent j'ai appelé 3 vétos, personne me répond, personne veut venir, et on sent une détresse quand même chez certaines personnes. Et sauf qu'après quand je dis oui mais madame je travaille demain, et ils entendent pas, quoi. Ils sont dans leur truc, quoi. Et alors du coup sur ce poste tu disais que tu es restée 18 mois. Oui. À quel moment tu te dis il faut que j'arrête, ça me correspond pas? Alors toujours pareil, pour une raison personnelle, c'est que j'avais envie de fonder une famille, j'avais envie d'avoir un enfant. Et en fait, j'étais collaboratrice libérale et je commençais à voir à quel point ça allait être
compliqué d'avoir un enfant. Enfin, en fait, je me sentais pas en sécurité. D'accord. Pour la maternité. Alors que bon, enfin voilà. Financièrement. Financièrement. Et puis bon, bah comme psychologiquement j'étais pas bien, voilà, je pense que c'était ça aussi qui me fait me dire c'est peut-être pas le bon endroit pour avoir un bébé. Et puis bah du coup moi je cherchais un salariat à temps plein et bah autour de Vannes à l'époque c'était impossible, voilà. C'était que des trucs. Alors si j'ai eu des cliniques où on me proposait des mi-temps, ou aussi un mi-temps et puis on fait le mercredi, le samedi et puis toutes les vacances scolaires. On me dit bah non, enfin moi c'était pas possible. Et j'ai fini par donc voilà pareil un appel un jour, le destin. Donc un veto qui m'appelle en me disant bah voilà moi je cherche quelqu'un pour gérer un cabinet à côté de Lorient. Donc en canine, temps plein. Vous vivez toujours là où vous êtes? Là, on était encore, on était toujours sur le continent. Toujours sur le continent. Et donc bah j'ai dit banco, j'ai même pas négocié, rien du tout. J'ai dit oui je prends. Et j'ai vu il y a un peu de route, il y a quand même 60 km aller, 60 km retour, mais c'est pas grave. Fallait que je m'éloigne de cet endroit. C'était vital de changer. C'était vital. Ouais. Et ils m'ont quand même proposé de me passer en salarié quand j'ai dit que je démissionnais. Donc, parce qu'on m'avait soutenu mordicus que c'était pas possible d'être en salariat alors que tu travaillais de nuit parce que pour les questions de repos, de machin et tout. Quoi. Donc du coup c'était voilà. Et donc voilà. Donc je suis partie. Et alors pour le coup j'arrivais dans un tout petit cabinet, tout petit avec une ASV et demie en gros et toute seule. Parce que, donc ton patron était où? Bah en fait lui il avait une autre clinique en Normandie. Il avait acheté ce cabinet-là parce qu'il avait eu l'occasion et que en gros lui il venait une fois tous les 15 jours quoi. Et sinon j'étais toute seule. Autonomie 100%. Il dit tout ce que tu as besoin, tu me demandes, le matos tu prends, voilà. Et puis bah là du coup j'ai remis les mains dans le cambouis. Et je voyais les gens et je suivais mes cas et je faisais ce que je voulais et c'était. Tu retrouves de la sérénité professionnelle à ce moment-là. Oui. Donc c'était pas facile de travailler seul parce qu'il y a des moments où on bloque un peu sur les cas où on se sent quand même un peu démuni, surtout quand on n'a pas non plus énormément d'expérience. Mais ça s'est bien passé. Et alors, à quel moment ça vient, ce moment où vous vous dites, on va aller vivre sur l'île aux Moines? Eh ben, au moment en fait où on a eu l'occasion d'avoir un terrain pour reconstruire notre maison. Parce que sinon, on n'avait pas les moyens d'acheter quelque chose déjà construit ou oui, parce de que ce refaire. qu'on disait hier soir, c'est que c'est la commune la plus chère de toute la Bretagne. Actuellement, ouais. Alors, ça l'était pas encore à l'époque, mais ça commençait déjà un peu à... Enfin, voilà, c'était... Ou alors, il aurait fallu qu'on fasse des choix de vie différents. Il aurait fallu que mon mari parte en mer beaucoup plus loin, en Afrique, par exemple, pour gagner plein d'argent qui nous aurait permis de rénover une maison et tout ça. Mais... voilà, nous, c'était pas notre envie du moment. D'accord. Donc, on a eu cette occasion-là, et là, on s'est dit, allez, on y va. Et puis, bah aussi, parce que, voilà, on y allait souvent, et que on se disait, c'est quand même trop bête de pas y vivre. Et est-ce qu'au moment où vous discutez de ça, tu mesures pleinement les contraintes personnelles et professionnelles que ça va engendrer? Non, pas du tout. T'es portée par ce projet. Ouais, puis bon, c'est pas si loin. Et puis vraiment, ça me faisait pas peur du tout. Et puis bah ça s'est quand même pas si mal goupillé que ça. Alors l'avantage, c'est que dans le cabinet où j'étais, on était organisé en système de garde. Et ça, c'est vraiment super. À Lorient, il y a un très bon système de garde avec, je crois, une vingtaine de cliniques. Donc t'as pas beaucoup de garde. Donc t'as pas beaucoup de garde. Alors après, effectivement, quand tu fais ta garde, t'es bien occupé. Mais bon, ça revient pas très souvent. Et moi, je trouve ça bien. Franchement, il y avait quand même une entente qui était bien. On se transmettait bien les cas. Quasiment tout le monde jouait le jeu. Et je sais qu'il y avait des gens qui le vivaient pas très bien d'avoir des gardes très très chargées, mais moi, finalement, je préférais ça plutôt que d'être de garde un soir par semaine et d'être dérangée que 0 fois ou une fois. Je préférais être de garde 1 fois par mois et puis bien faire ma nuit de garde et puis après, voilà, c'était fait quoi.
Ça, pour toi, c'est un point de stabilité qui fait que tu prends la décision de pouvoir vivre à l'île aux Moines parce que ce côté-là est relativement géré. Voilà, parce que c'est pas trop, ça m'éloigne pas trop de chez moi, parce que du coup, moi, pour faire les gardes, j'étais obligée de pas dormir chez moi. Bien sûr. Donc c'est toujours un peu ce qui me bloque à l'heure actuelle. Donc, oui, t'es obligée de dormir sur le continent. Je suis obligée de dormir sur le continent. Voilà. Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'île aux Moines pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément? Alors l'île aux Moines, c'est la plus grande des îles du golfe du Morbihan. Donc c'est une commune, comme l'île d'Arles, sa petite sœur qui est à côté. C'est une île qui est pas très éloignée, il y a 500 mètres entre l'île et le continent. 5 minutes de bateau. Ça fait 5 minutes de bateau. Et on a de la chance quand même d'avoir des navettes régulièrement, toutes les demi-heures. Pour l'instant, on espère que ça va durer de 7h à 19h45 en hiver. Donc, c'est quand même vraiment bien. Après, quand on fait un métier qui finit tard, c'est un peu stressant. Voilà. Et je vais te demander, du coup, à Lorient, 60 km, ta dernière consultation est à quelle heure? En fait, normalement, on essayait de s'arranger avec mes super assistantes pour que je puisse cette partie à 19h, quoi. 18h45. Mais bon, ça arrivait des fois, les gens qui se présentent à 18h45, 50, parce que il y a une urgence ou parce que la journée a été horrible et qu'on a pris du retard et tout ça, et où je partais plus tard. Donc ça arrive que tu loupes le bateau? Ah ouais, plusieurs fois. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je pleure en arrivant. Je pleure. Et après, j'appelle des gens qui peuvent venir me chercher. Donc, j'avais une liste de personnes à contacter en cas de ratage de bateau. Mais sauf que souvent, en plus, je ratais le bateau parce que, il y avait de la pluie, il y avait du vent, c'était la tempête. Donc, il faut faire se lever dans la nuit quelqu'un qui vient te chercher. Donc, même s'il y a que 500 mètres et que 5 minutes, Donc, quelqu'un, c'est ton mari? Non, parce que mon mari, on a un tout petit bateau, mais lui, il l'utilise pour aller au travail. Donc, il est pas au port, son bateau, il est sur un mouillage au sud de l'île. Donc c'était, voilà, il pouvait. Et puis, en plus, il y a le bébé. Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu un petit bébé quand même. Donc, le mari était à la maison avec le petit bébé. À 20h, le bébé sur le bateau, quoi. Après, quand il a été un peu plus grand, 3 ans, des fois, ça arrivait, quoi. On prenait le bateau d'une cousine qui était sur le port et puis ils venaient me chercher tous les deux, tout mignons avec leur veste de quart. Mais bon, on peut pas lui demander trop souvent quand même, quoi. Donc, c'était des amis. Ouais, des amis de mes parents. Enfin, voilà. Voilà, des gens qui ont un bateau sur le port, quoi, et qui sont disponibles. C'est une contrainte quand même improbable pour toute personne qui n'a jamais vécu ça. C'est horrible. Franchement, c'était la gênance totale, quoi. Donc voilà, je me confondais en excuses. Et après, il y a aussi les passeurs qui étaient gentils comme tout et qui des fois m'attendaient un tout petit peu ou faisaient un aller juste pour moi. Ça faut pas que je le dise trop parce que sinon ils vont se faire taper sur les doigts par leur patron. Mais tu pouvais passer un petit coup de fil et ils décalaient le bateau. J'avais leur numéro, je disais je vais arriver avec 5 minutes de retard. Ils disaient t'inquiète, je passe et puis je te repasserai s'il faut. Ça c'était cool. Mais après c'est ça aussi la vie sur les îles, c'est en fait on se fait tout un monde. Ouais, on se fait tout un monde parce qu'on se dit oh là là comment c'est compliqué et tout. Puis en fait il y a du lien entre les gens et je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Tout comme ce qui me plaît dans le métier de veto, finalement c'est le relationnel avec les animaux et puis aussi avec les gens quand même. Et sur les îles, c'est ça quoi. C'est de l'entraide, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Mais du coup, j'ai essayé de m'imaginer un petit peu pour préparer cet entretien de toutes les contraintes que ça pouvait être de vivre sur une île. D'ailleurs, c'est très amusant. Je raconte cette petite anecdote, c'est on voulait faire une raclette pour ce week-end et il fallait transporter un appareil à raclette et tu nous as répondu oui, moi il y a pas de problème, mais c'est vrai que sur le bateau c'est compliqué. Et là, je pense qu'on s'est tous dit ah oui non c'est vrai, sur le bateau on va faire autrement. Et en fait, je pense qu'on se rend pas forcément compte. Alors tu as parlé donc de l'histoire des horaires de consultation, mais après comment on meuble une maison sur une petite île comme ça? On va dans un magasin qui te dit on vous livre tout à domicile. Oui, mais j'habite sur les Moines. Du coup, on vous laisse ça sur la cale. Donc, c'est quoi sur la cale? Sur la cale du port sur le quai, sur le continent. Juste devant le. Ouais, d'accord. Voilà. Donc et après, c'est toi qui dois aller le chercher. Sauf qu'il y a la barge pour passer les meubles, les gros trucs. C'est que le matin, en semaine. Donc faut s'arranger, faut poser sa demi-journée et puis attendre d'être livré. On passait sur la barge. Et puis ramener ça à la maison après, sachant qu'on n'a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture sur l'île aux Moines. Il y en a quelques-unes quand même.
Mais non, nous, on n'a pas de voiture. On n'a pas besoin. On a une carriole qui sert à tout transporter, qui a transporté notre canapé, le canapé, la machine à laver. Ah oui, d'accord. Non, là, juste pour le déménagement, on avait loué une camionnette, quoi, du coup, qu'on avait passé, pareil, le matin. Alors, du coup, il faut aller chercher la camionnette. Tu passes la camionnette la veille, sur le bateau. Ouais. Oui. Ah oui, ça complique toujours un peu tout. Mais bon. Tu changes pas ton canapé trop souvent, non, du coup. Voilà, non. du coup. Et puis, du coup, on essaye de récupérer les trucs des gens. C'est pareil, sur l'île, il y a pas mal d'échanges, pas mal aussi de réparations, parce qu'on se dit, ce serait bien d'ailleurs qu'il y ait on se disait une ressourcerie, ce serait chouette. Si ça pouvait être fait sur l'île, un endroit où on peut réparer les choses et pour éviter les trajets. Ouais, et mettre en commun les savoirs pour éviter les trajets, éviter le gâchis, éviter de jeter des trucs parce que sur les îles, tout ce qui est jeté, toutes les ordures, faut les ramener sur le continent. Donc c'est un truc énorme, quoi. C'est une logistique énorme. Mais d'ailleurs, à notre déchetterie, c'est finalement un endroit où c'est pareil, on n'a pas le droit, mais on va beaucoup récupérer des trucs. Bah oui. Un lieu de recyclage. Exactement. Et puis tu disais tout à l'heure que donc vous avez un enfant. Oui. Et comment ça se passait avec la nourrice? C'était encore un sketch parce que à l'époque il n'y avait pas de nourrice sur l'île aux Moines, donc personne quoi. Donc du coup on avait. Parce que vous êtes combien d'habitants à l'année? 613, 618. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. 5000 en été. Avec toutes les résidences secondaires qui sont ouvertes et tout. Je dis 5000, voire peut-être même plus maintenant. Il y a beaucoup de Airbnb et tout ça. Mais oui, ça fait 600 habitants. Ouais. Donc pas beaucoup. Et puis sur ces 600 habitants, 90 personnes qui sont en situation de grande dépendance, donc des personnes très âgées. Donc voilà. Qui ont toujours vécu là. Qui sont toujours chez eux. Donc du coup, ça fait pas beaucoup en jeunes actifs. Oui, donc les nourrices, forcément, il y a pas le marché. Et puis nous, on est arrivé à une époque où il y avait pas d'enfants. Pas de de petits bébés. Là, maintenant, il y en a plus. Donc, du coup, il y a une MAM qui s'est ouverte depuis 2 ans. Ça, c'est génial. Vous en avez pas profité? Et non, non, nous, voilà. Donc, du coup, j'étais avec ma poussette ou mon porte-bébé, avec mon petit bébé en plein hiver parce que j'ai un bébé d'automne. Donc début février, avec la poussette sur le bateau le matin, je partais à 7h. 7h05 de la maison pour prendre le bateau de 7h30. Fait que je descende à pied jusqu'au port avec la poussette, passe la poussette dans le bateau. Après, je vais jusqu'à ma voiture avec la poussette. Je dépose le bébé à la nourrice et je vais travailler avec mon tire-lait, bien sûr. Évidemment, indispensable. Bien sûr. Pour tirer mon lait en arrivant au boulot. Enfin, c'était sport. Ouais. Mais heureusement que mon mari, du coup, pouvait le récupérer le soir et s'en occuper parce que sinon, je sais pas comment on aurait fait. Et vous avez une école maintenant? Et il y a une école, oui, bien sûr. Il y a une école sur l'île aux Moines. Qui va à l'école sur l'île aux Moines. Ouais. Notre vie a changé depuis qu'il va à l'école. C'est quand même beaucoup plus pratique. Oui, d'accord. Je le dépose à l'école avant d'aller prendre le bateau. Quoi qu'il y ait encore le centre aéré, ou quand on était venu cet été... Ça, c'est un grand problème, ça. Heureusement, grâce aux passeurs, il restait sur le bateau. Mais oui, ouais. Ça, mais c'est pareil, le centre aéré, ils veulent pas nous les prendre le midi parce qu'il y a pas assez d'enfants pour payer quelqu'un pour s'en occuper le midi. Donc, c'est très pratique quand on travaille, en fait. Voilà. Ouais. Donc ça c'est pareil, il va falloir qu'on bataille là-dessus. Pour les gens actifs, quoi, c'est pas évident, quoi. Ouais, je comprends bien. Donc, pour tout ce qui est de vos loisirs, votre vie sociale, comment ça se passe? Alors la vie sociale sur une île se centre quand même beaucoup sur les bistrots. Faut quand même le reconnaître. Il y a quand même des bistrots. Il doit y avoir 11 licences 4, je crois, sur l'île aux Moines pour 600 habitants. Pas mal. C'est quand même pas mal. Non, je plaisante, mais c'est vrai que on se retrouve dans les lieux comme ça. Donc avec des gens de votre âge? En fait, c'est un gros mélange générationnel. Hein. On est amis avec des gens qui ont l'âge de nos parents. Voilà, on a des copains aussi, hein, mais c'est pas toujours facile d'avoir que ça colle au niveau des plannings et tout, donc ça se mélange pas mal. Et les enfants, c'est pareil, du coup, ils sont à l'école de la maternelle, de la très petite section jusqu'en CM2, ils sont dans la même classe avec la même institutrice. Ah oui, tout est mélangé du coup. Tout est mélangé, donc il y a tout le monde est ensemble.
Donc bon, et puis après nous c'est vrai qu'en termes de loisirs on a essentiellement des loisirs nature, maritime. Bon, mon mari pêche, moi je vais courir, je promène mes chiens. Oui, le cinéma n'est pas une option de toute façon. Non, alors il y a une association qui diffuse des films quand même, mais bon c'est des films un peu d'auteur, alors j'ai pas toujours très envie d'aller les voir. Donc mais bon on essaye, il y a des associations sportives quand même, donc on fait du sport avec d'autres personnes. Voilà, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, ouais. Là, on a parlé des contraintes, mais je suppose qu'il y a aussi plein de belles choses. Alors, c'est quoi les choses qui te font dire, pour rien au monde, j'échangerai cette vie-là? Alors le cadre. Moi, d'où que je parte, en 2 minutes, je vois la mer et les couleurs et les oiseaux dans le jardin. Et il y a vraiment un lien très très fort avec la nature qui est indispensable pour moi. Et de la nature non exploitée. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais la nature naturelle. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, enfin, c'est de la liberté, le grand air, et puis le fait, le fait d'avoir un peu, pour le coup, ça c'est vrai que nous, c'est la chance qu'on a d'avoir un peu l'impression d'être tout le temps en vacances quand même. D'accord. Bah oui, parce que dès qu'il fait beau, un peu beau, zen, un peu cool, un peu calme. Moi, mes week-ends, mais quand il fait beau, par exemple, je vais aller à la plage, on va faire un pique-nique sur la plage, puis après on va se balader à la côte. Donc, c'est les vacances, quoi. Je dis le lendemain, j'ai les pieds dans l'eau comme ça, et puis le lendemain, je sais que je vais aller au boulot, mais c'est pas grave, quoi. Je suis bien. Quand on a préparé cette interview, tu expliquais que cette charge logistique, plus cette charge compassionnelle importante, qui fait partie de toi, tu l'as dit, tu es très à l'écoute de tes clients, c'était extrêmement énergivore et que tu avais besoin de faire le vide et que c'était une des raisons pour lesquelles tu appréciais vivre à l'île aux Moines, c'était cette manière de recharger les batteries. Et tu enchaînais en m'expliquant que faire beaucoup de garde ou être à ton compte, ça te paraissait presque, tu utilises le mot insurmontable, tellement tu avais l'impression que ça allait te manger de l'énergie en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est même pas une question de manger de l'énergie, c'est que vraiment, je pense que je me sentirais investie et leur corps et âme pour mon métier. Et avec ne pas pouvoir en fait m'en détacher et y penser tout le temps. Et là, c'était l'avantage finalement. Depuis que je suis sur l'île aux Moines, j'arrive à faire ça. J'arrive en fait je suis dans ma voiture, je prends le bateau, je pense plus au boulot. Tu coupes. Parce que sinon, j'y pense tout le temps. Je pense, et j'y arrive maintenant. Alors après, il y a peut-être aussi les années, l'expérience et tout, mais le fait d'être tout le temps au taquet et les gardes, dans un sens, en fait, moi, j'arrive pas. Quand je suis de garde, j'arrive pas à vivre normalement. En fait, je suis comme ça. Enfin, je suis stressée derrière mon téléphone. Je regarde tout le temps ne voit si je pas, capte. mais tu mimes quelqu'un de stressé. Je regarde mon téléphone toutes les 2 secondes pour être sûre que je capte bien. Je m'appelle s'il y a personne qui appelle pour être sûre que le transfert d'appel a bien été fait. Je regarde des bouquins avec des cas d'urgence en me disant si jamais, enfin, dans un état de stress permanent. Donc du coup, le fait de me dire si j'étais de garde, et j'admire les gens qui font ça, mais si j'étais de garde un week-end sur 2, je pourrais pas. Mon week-end, ce serait un week-end de travail, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas un week-end. Jongler entre les deux. Ouais, d'accord. Et c'est pareil avec le boulot, en fait. Et c'est pour ça que je me dis si j'étais à mon compte, je penserais à ça tout le temps, et je me dis j'aurais une charge mentale, mais que je me sens pas capable de supporter. Et tu m'expliquais aussi, et ça m'a interpellée, que tu culpabilisais beaucoup de ça. Oui. Ça faisait que tu ne te sentais pas une vraie véto, c'est le mot que tu emploies. Mais vraiment. Hein. Moi, j'ai trouvé ça hyper dur envers toi-même. Et du coup, c'est quoi ton idée du vrai véto? Alors pour moi, les vrais vétos, c'est les vétos qui sont déjà qui font un peu de tout, qui passent de la vache au chien, au chameau. Ah oui, un dromadaire à soigner à côté, pas de problème, j'y vais. Qui tentent des trucs, qui se foirent, mais bon voilà, j'ai essayé et puis ça passe. Voilà, on essaiera une autre fois. Qui arrivent à gérer, qui sont bien sûr
libéraux. Ce sont les vétos que tu as rencontrés quand tu as fait tes premiers stages, en fait. Je pense, ouais. Et que je vois maintenant, même parmi mes amis ou mes collègues. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est le véto que j'aurais voulu être. Et des fois, quand on me dit t'es véto, et en même temps, il y a aussi pas mal de gens quand je dis je suis véto, ils me disent t'es véto, mais tu soignes les vaches ou tu soignes que les chiens? Alors je dis je soigne que les chiens, mais j'aime bien, c'est vachement bien. Ouais. Donc je me sens un peu, Puis des fois, je me dis Pierre. La fille, elle fait un soir de garde par mois. Déjà, ça la stresse. Alors qu'il y a des gars, des filles d'ailleurs. Je dis des gars, des filles. Hein, c'est pas, mais il y a des vétos qui sont de garde 2-3 fois par semaine. Et moi, c'est des gens que j'admire beaucoup. Et oui, je m'en veux de pas faire ça. C'est fou, ça. Ouais. C'est encore un syndrome de l'imposteur. Alors, ce qui est très marrant, c'est que à notre micro avec Sophie, on a aussi des vétos ruraux et eux, ils nous disent que ce sont des vétobouses, que c'est le parent pauvre de la médecine vétérinaire. Donc, en fait, on est tous le vétobouze de quelqu'un. Ouais, voilà, en fait. c'est ça. C'est ça, exactement. Ah non, mais du coup, c'est peut-être qu'effectivement, à tort, j'ai peur d'aller plus loin. Et justement, est-ce qu'il est envisageable d'avoir une structure un temps de l'année sur l'île aux Moines? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce qu'il y a un médecin, par exemple, qui fait ce type de choses sur l'île? Alors déjà, oui, il y a un médecin, heureusement. Et c'est pareil, ça a du mal à trouver preneur. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez occupé? En fait, il y a il y a une variation au cours de l'année qui est très importante, où en hiver, par exemple, effectivement, il y a il est 100% sur l'île aux Moines. Oui. Et de garde tout le temps. Et de garde tout le temps. Le vrai médecin de campagne. Complètement. Et sauf que, en fait, du coup, donc effectivement, en hiver, c'est les personnes âgées, les petits bobos, tout ça. Et dès qu'il commence à y avoir un peu de vacances scolaires, il est débordé. Enfin, elle est débordée. Maintenant, c'est une femme. Elle est appelée tout le temps. Et puis voilà, comme on dit, ça change aussi, quoi. On appelle le médecin maintenant parce qu'on a mal au ventre à 23h le soir. On peut pas attendre le lendemain. On appelle le veto quand le chien a mal au ventre à 23h. Exact. Alors, du coup, c'est aussi pour ça que moi, j'aimerais bien faire quelque chose sur l'île aux Moines, parce que ça ferait partie quelque chose de pour la communauté. Et je trouve que ce serait un réel service, parce que pour le coup, moi, j'ai vu avec mes chiens comment c'était. Avoir un animal sur une île, c'est compliqué quand il va pas bien, et quand tu veux le faire soigner. Parce que il y en a qui sont pas soignés. Mais et même aussi peut-être pour l'alimentation, même le vous transportez les sacs de croquettes. Bah ouais, c'est ça. Oui. Donc voilà, donc effectivement, ce serait super qu'il puisse y avoir une petite antenne veto sur l'île. Donc il faudra un local. J'en avais parlé à la mairie, qui est hyper à fond là-dessus, même s'ils se rendent pas bien compte des contraintes en fait que ça imposerait. Au début, ils m'avaient dit oui, pourrais partager le local de l'ostéo. Et l'ostéo n'est pas très contente de commencer à partager. Vous savez, les chiens font pipi, les chats font caca. Donc voilà. Donc en fait, ils réalisent pas. C'est mignon. Ouais. Ils réalisent pas. Même pour l'évacuation des déchets, tout ça, ils réalisent pas du tout les contraintes. Donc moi, déjà, juste penser à ça, donc déjà ça me bloque. Et puis après, outre ça, c'est aussi le fait, justement, comme je suis juste à côté de mon domicile, toujours cette peur un peu de me laisser envahir et de me faire appeler à 21h30 par des gens dont le chien a mangé du sable et qui est en train de vomir, et il faut y aller alors que t'es chez toi, que t'as fini ta journée et que t'es... Voilà, ça me bloque, ça. Et en termes de temps et économiquement, de toute façon, ça ne pourrait être, à ton avis, qu'une antenne, peut-être plus sur la partie estivale que sur la partie hiver. Et donc, il faudrait que tu aies de toute façon une activité de vétérinaire sur le continent en complément. Ça. Et de toute façon, même, je pense, de manière personnelle, pour pouvoir pas être de garde tout le temps, quoi. Oui. Juste ça, juste pour la continuité de soins. Il faudrait quand même qu'il y ait une structure à côté qui puisse, elle, être intégrée dans un système
pour que ce soit pas trop contraignant, parce que sinon je gagnerais pas ma vie et je serais tout le temps au boulot, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est dans un coin de ta tête. Aujourd'hui, t'as pas trouvé la manière de le faire, mais ça reste dans un coin de ta tête. Ah oui, oui, parce que déjà ça m'embêterait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Pour le coup, je serais vexée. Et y a-t-il seulement un autre vétérinaire sur l'île? Non. Non, mais il y en aura une a priori bientôt. Enfin, une fille de Lille qui est partie en Belgique, du coup, qui est en deuxième année là. Qui veut peut-être revenir. Ouais. Okay. Après oui. Il y a quelques chevaux aussi sur l'île, mais après sinon c'est pas une île très agricole, quoi. Mais je sais qu'à Groix, par exemple, c'est un veto qui est à côté de Lorient, et il s'est pris un bateau et il va un jour ou deux, ça dépend de la saison, par semaine à Groix. D'accord. Pour aller soigner les animaux là-bas. C'est lui qui s'occupe du cheptel, des abeilles. Ça c'est génial. Ça se fait sur d'autres îles. Parce que Groix, il y a quand même beaucoup plus long de bateau. Oui. Ouais, il y a beaucoup plus long, mais bon, il a son bateau et il y va. Mais bon, par contre, après, les gens, effectivement, s'il y a une urgence, moi, on m'a déjà appelé quand je travaillais à côté de Lorient, parce que pour une suspicion de dilate torsion sur Groix en pleine nuit, je dis et les gens me disent du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir? Oui, sauf si vous avez un bateau et les gens qui sont en vacances avec leurs chiens et qui n'ont pas prévu que. Ah oui, c'est vrai, tiens, oui. Ouais. Oui, on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas, en fait. Non, en fait, c'est quand on est confronté au problème qu'on se dit. Effectivement. C'est compliqué. Mais non. Après sur l'île aux Moines, on a quand même fait des campagnes de stérilisation des chats errants. Ça, j'avais réussi vu que c'était. Je faisais ça sur mes jours de congé quand même, pour pas que ça impacte trop mon cabinet. Et tu faisais ça où? On avait aménagé une partie de garage d'un des élus pour aller pour faire une petite clinique de fortune. C'était chouette, c'était marrant. C'était un peu de la médecine utile, c'était chouette, ça se passait bien, voilà. Ça c'était sympa. Ça je pense que j'aimerais bien essayer de le refaire parce que c'est pareil, les chats errants, il y a quand même un réel souci, donc voilà. Alors j'avais une autre question que tu as évoquée quand on a préparé l'entretien. Là tu parles effectivement des difficultés de cette charge mentale professionnelle qui vient s'insérer dans la vie privée, surtout quand on a une vie de famille avec des enfants en bas âge. Et est-ce que tu as des pistes de réflexion sur la manière de maintenir dans le monde actuel un accès aux soins cohérent pour les animaux, mais sans user les vétérinaires? Moi, dans un premier temps, le fait de se rassembler, je pense que c'est important, et de s'organiser et de se répartir le boulot, parce que on a tous, je pense, cette envie de garder aussi quand même notre vie personnelle, mais de bien faire notre métier. Et le problème, c'est que les gens qui se disent je fais pas assez bien mon boulot parce que je suis fatiguée, parce que j'ai trop de charge mentale et tout, progressivement ils sont usés et ils arrêtent. Je pense que c'est le même problème en médecine humaine. Et alors que si effectivement c'était mieux réparti, mieux valorisé aussi, parce que franchement les gardes c'est pas non plus cher payé quand t'es salarié. Après quand t'es libéral c'est encore pire parce que voilà c'est ton temps à toi, quoi. T'es payé avec ton temps libre. Et mais du coup, si tout ça, on regagnait quelque chose, peut-être qu'effectivement, ce serait plus simple d'organiser. Qu'il y ait des centres de soins, je trouve. En tout cas, nous, dans les régions qui sont pas très très urbanisées, même si nous c'est pas la campagne, mais on a quand même des agglomérations. Puis entre deux, il y a rien. Mais justement, pouvoir centraliser les soins quelque part, où il y a l'équipe, le matériel et donc tabler sur la force du collectif. Oui. Même si parfois, du coup, le maillage territorial c'est compliqué parce que les gens sont obligés de faire un peu plus de route. Oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Au vu du contexte actuel. Au vu du contexte actuel. Et puis surtout, j'arrive pas à trouver comment je veux le dire, mais les gens qui sont, on est une profession, je trouve, qui a du mal à se fédérer, oui. À s'accorder. Ça, je pense que c'est, je sais pas, ça vient peut-être de nos études, mais pourtant corporatiste, on l'a dit, pourtant collective. Oui, mais quand même persuadé qu'on est mieux que les autres. Enfin, il y a ce truc aussi de dire. Moi je fais à ma façon, je fais pas confiance, peut-être. Et on a du mal à déléguer. Moi je n'arrive pas à déléguer.
J'ai vraiment, vraiment du mal. Même un confrère en qui j'ai toute confiance, je me dis, je préfère le faire moi-même parce que si jamais ça foire, entre guillemets, je saurais pourquoi. Et si jamais ça foire à cause de l'autre personne, ça va me mettre dans tous mes états. Enfin, moi, je le vis comme ça. On a énormément de mal à déléguer, donc on est pris par tout ça. Alors que si justement peut-être on avait plus d'organisation, est-ce qu'on arriverait justement à faire des grands centres comme ça où on pourrait se répartir les tâches et peut-être aussi avec la formation des ASV, je trouve que de ce côté-là, alors ça, moi, c'est un truc pour lequel je suis un peu dubitative actuellement de ce qu'on demande aux ASV et qui est pas du tout valorisé. Je trouve c'est scandaleux. Donc tu veux dire qu'on demande finalement plus que ce qu'on devrait demander à l'échelon 5? Complètement. On a presque des échelons 6, mais les échelons 6 n'existent pas et donc elles ne sont pas payées. Elles sont pas payées à la juste valeur et on va payer pareil. Là tu parles de la délégation d'actes sous le manteau. Mais complètement. Et en fait moi je n'arrive pas à faire de la délégation d'actes parce que je suis très carrée et je veux pas. Mais en même temps, il y a des fois où ce serait bien pratique, et en même temps, je sais qu'il y en a qui le font. Ça m'est arrivé. De plus en plus, bien sûr. Bien sûr, ça m'est arrivé aussi. Mais c'est bien de le dire. J'ai pas le temps, pose le cathéter, mets le sous-perf, fais-lui telle injection de machin truc et tout. Et la fille, elle est payée pareil que si elle faisait juste secrétariat, je tiens l'animal et je nettoie les cages, quoi. Ouais, donc, ça, je trouve qu'il y a un réel manque, en fait, d'intermédiaires. C'est un vrai sujet, ça. Et je trouve que c'est un sujet important parce qu'en fait, justement, on n'arrête pas de dire il n'y a pas assez de veto et tout ça. Pourtant, il y a des envies. Ça manque de bras, effectivement. Mais je pense qu'il y a plein d'ASV qui, elles, ont envie, au contraire, que ça monte et de monter en gamme, entre guillemets. En compétences, et en rémunération. Et en rémunération, tout à fait. Donc, est-ce que justement, le fait d'avoir un statut comme les nurses dans les pays anglo-saxons, est-ce que ça pourrait pas être aussi une partie de la solution pour que justement on puisse avoir un confort de travail et du coup peut-être avoir moins de charges là-dessus. Et c'est pas, moi je trouve c'est pareil pour les vétérinaires ruraux, quoi. Parce que là, moi dans ma tête, les vétérinaires ruraux ils font de tout, quoi. Ils font du suivi d'élevage jusqu'à la perf de la vache en fièvre de lait, alors qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être déléguées sous meilleur contrôle que ça ne l'est actuellement, je trouve, aux agriculteurs. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie piste de réflexion. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on vienne à en discuter parce que on va pas. On va pas pouvoir non plus garder ce côté un peu élitiste. Il y a que moi qui ai le droit de toucher. Mais en même temps, par contre, il y a des trucs où ça nous dérange pas de déléguer parce que, moi, je m'intéresse beaucoup au comportement. Et alors, le comportement, les comportementalistes, ça fleure de partout, non veto, mais les comportementalistes veto, c'est des grands courants de pensée. Personne n'arrive à s'accorder, personne n'est d'accord. Voilà, je trouve que, voilà, ça. Il y aurait tellement de choses à harmoniser ou s'inspirer des autres et être moins dans la confrontation, voilà, peut-être. Ouais, être plus confraternel, peut-être. Ce serait pas mal. Oui, je pense que ça nous aiderait et ça améliorerait aussi peut-être notre relation avec les clients qui, je trouve, a tendance des fois un peu à perdre en fluidité. Ouais, en fluidité, ouais. J'ai une question que je pose à peu près à tout le monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes vétos qui vont sortir de l'école ou qui sont prochainement en train de sortir de l'école, ou à des vétérinaires qui auraient envie de faire passer, comme tu as pu le faire, un projet de vie juste avant le projet professionnel? Alors déjà que vraiment il faut s'entourer des bonnes personnes et que à un moment, si on se sent pas bien, c'est pas forcément de notre faute. Qu'il faut aussi voir que on est un métier qui est très prenant et on a des contacts pas toujours fluides avec nos collègues ou tout ça. Et je pense que si on se sent pas bien à un moment, il faut pas hésiter à changer.
En tout cas, pas se dire que c'est parce qu'on n'est pas bien et parce qu'on n'est pas bon et parce qu'on c'est notre faute. Voilà. Pas toujours se dire que c'est de sa faute. Et je pense que c'est difficile pour notre métier parce qu'on a un métier passion et que souvent on fait ça parce que c'était toujours ce qu'on avait rêvé de faire. Et on se rend compte que c'est pas ça qui reste. Après, c'est la vie, enfin c'est notre vie, c'est les gens qu'on aime et que je pense que si on n'est pas bien dans sa vie personnelle, on peut pas être bien dans sa vie professionnelle, ça c'est sûr. Et la vie professionnelle, ça nous donne des compétences, ça nous donne un but intellectuellement. C'est vrai que c'est satisfaisant. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est mon métier, il me nourrit parce que effectivement déjà il me nourrit financièrement, mais il me nourrit intellectuellement. Il me donne envie d'aller faire des choses, d'apprendre des choses. Mais ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui me fait me lever tous les matins et respirer et profiter de la vie, c'est ma famille, c'est ma vie personnelle. Et l'île aux moines. Et l'île aux moines et la nature, quoi. Le lien vrai. Et ça, c'est quelque chose qui se privilégie. On le privilégie. Parce qu'on a vite fait d'être emporté par plein d'autres choses et de passer à côté de ça et de se réveiller effectivement parce que on a un drame personnel ou parce que à un moment on n'en peut plus, nous on craque et faut trouver une espèce d'endroit où on peut se ressourcer en fait. Ouais. Ça peut être sa famille, ça peut être un lieu, oui. Ça peut être on gère tous différemment ça, mais je pense qu'effectivement se dire il faut arriver à avoir effectivement sa petite bulle de décompression. Exactement. Et où on dit ça, hop, le boulot, il s'en va. Il y a plus, je suis plus véto, je suis juste moi. Et c'est difficile parce qu'on a été justement formés à tout donner et à tout mettre, tous nos espoirs, toutes nos attentes dans ce métier qui est génial, qui a vraiment il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Et en fait, il faut sortir de ça et revenir sur du concret, sur du réel. Pas toujours facile. Pas toujours facile, non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je sais qu'on l'a évoqué rapidement au début, tu as trouvé un nouveau poste plus près, tu n'es plus à 60 km. Voilà, je suis à 15 km maintenant. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ça se passe bien, je suis contente parce que je rentre plus tôt le soir. Combien de kilomètres du coup ? 15 km, donc je peux rentrer au bateau de 19h. Tu vas moins rater. Je mange avec mon fils le soir. Et ça, c'est super. On va me souhaiter d'arriver à trouver ma place, parce que c'est pareil humainement. Moi, c'est ce qui est le plus important, c'est d'arriver humainement à trouver ma place et à trouver ma place aussi par rapport à l'île, voir comment est-ce que je vais pouvoir peut-être apporter quelque chose, mais surtout quand même effectivement en gardant la place dans mon cœur, dans ma disponibilité pour ma famille, pour mon petit jardin. Voilà, l'équilibre. Ouais. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter ? Vraiment, je suis persuadée que le fait de l'entraide, la simplicité, l'entraide et l'harmonisation au sein des vétos, je la sens pas actuellement et je pense qu'elle mériterait à être cultivée, à être encouragée. Bon, ce sera le joli espoir de la fin. Je te remercie Élodie, j'ai passé un super moment, c'était vraiment à ton image hyper doux. Je te remercie. Mignonne. Merci à toi de faire tout ça et c'est ce qu'on disait juste avant de commencer, mais qu'on se dit toujours qu'on n'a rien de vraiment intéressant à raconter. Mais quand on écoute les podcasts des autres, on se dit « Oh là là !» Donc, il leur en arrive des choses. Je précise qu'Élodie, comme tous les autres, m'avait dit qu'elle, ce serait pas intéressant et qu'elle avait rien à raconter. Mais tous les vétos racontent ça et pourtant ces podcasts sont écoutés des milliers de fois. Donc c'est bien que on a envie de s'inspirer des expériences de nos confrères et de nos concerts. Ouais. À bientôt Élodie. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous
de votre famille, de vos collègues et de vos patients.